Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jacques Attali nous a rejoint. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Laurence. Vous dites qu'il est urgent de passer en économie de guerre. Vous l'aviez dit déjà au moment de la pandémie. Ça nous interpelle, évidemment. On est avec Vincent Hervouet d'Europe 1, Alexandre Devecchio du Figaro, Joseph Massescaron, écrivain. Nos économies, notre mode de vie, tout cela il est gravement menacé par ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Plus généralement, il y a une série de choses sur lesquelles il faut se préparer d'urgence. La pandémie nous a démontré qu'on n'est absolument pas prêt en termes d'équipements hospitaliers, médicaux, et donc il aurait fallu, et je l'avais dit en effet il y a 2 ans, se mettre en économie de guerre pour produire les masques, les respirateurs, les vaccins, tout ce qu'on n'avait pas, et qu'on n'a d'ailleurs toujours pas pour ce qui concerne notre pays, sauf les masques qu'on s'y est mis, c'était la moindre des choses. Pour tout ce qui concerne le passage à une économie compatible avec le réchauffement climatique, on n'y est pas du tout non plus. Et pourquoi attendre 2045 si on peut le faire plus vite ? Donc il faut le faire en termes de transition, des logements, des sources d'énergie, de la manière de produire. Il y a énormément de choses à changer. La forme de la ville a énormément de choses à changer. Et puis en termes militaires, on n'y est pas non plus. On n'y est pas non plus parce que notre armement n'est absolument pas à la hauteur des choses. J'entendais tout à l'heure rapidement des grands patrons de la défense française à une commission du Sénat disant qu'au rythme actuel, on n'aura pas les nouveaux armements avant 2045. D'accord. Donc, et comme en plus, à juste titre, et on fournit quelques armements à ceux qui en ont besoin le plus en ce moment, notre propre armement est en manque. Donc je pense, et je le dis depuis 2 ans, mais en fait beaucoup plus, que comme on s'est mis en un quoi qu'il en coûte en termes de revenus, il faut se mettre en un quoi qu'il en coûte en termes de production. Et produire tout ce qui est nécessaire à ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le digital, les énergies renouvelables, la défense, la sécurité, la démocratie, les moyens de liberté de la presse et des médias, enfin tout ce qui forme et qui représente aujourd'hui que 35 à 40% du PIB et qui devrait représenter 60%. Et donc pour ça, il faut énormément développer ces secteurs, il faut réorienter à marche forcée les autres. On voit bien, les Polonais viennent d'annoncer qu'ils peuvent se passer du charbon et du gaz russe beaucoup plus vite qu'ils ne le disaient il y a encore 6 mois. Donc, la marche forcée, alors ça, c'est assez curieux et assez ironique. Il faut se mettre en économie de guerre pour développer l'économie de la vie. C'est comme ça. C'est ça, c'est assez paradoxal. Juste sur ce que vous dites sur la production de l'armement. On a beaucoup donné aux Ukrainiens. Vous dites qu'on a trop donné d'armement, que nous n'avons plus rien. Nous sommes démunis, nos armées sont démunies aujourd'hui. Je n'en sais rien. Et heureusement, nous ne savons pas ce qu'on a donné aux Ukrainiens. C'est très bien qu'on ne le sache pas. Mais je pense que, par définition, comme notre armement n'était pas en surnuméraire, à un moment où ça s'appelle les vases communicants, on a certainement moins d'armement, je l'espère, puisqu'on en a donné. Donc forcément, on doit, à un moment ou à un autre, on va manquer. Donc on va se trouver en situation où notre propre défense ne sera plus crédible. Donc il est normal de les produire, et si possible, le plus vite possible. Mais c'est pas vrai seulement dans ce secteur, c'est vrai dans tous les secteurs de l'économie de la vie. Mais celui-là est très frappant, c'est-à-dire qu'il faudrait produire dès maintenant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour juste refaire nos stocks, c'est exactement. Ce que vous dites. Au moins, mais quitte à faire aussi au plus vite les armements nouveaux. C'est pour ça que je pense qu'il faut des nouvelles lois sur les horaires supplémentaires, le travail. Les heures supplémentaires, mieux rémunérer le travail. Voilà, naturellement, ça passe par. C'est pour ça que je dis que c'est quoi qu'il en coûte, non pas en termes de protection seulement des revenus, comme on l'a fait il y a 2 ans, mais quoi qu'il en coûte en termes de production. Et de production, pas de n'importe quoi. Et d'ailleurs, ce sont les pays qui, dans les années, chaque fois dans l'histoire, se sont mis en économie de guerre qui ont le mieux réussi à l'éviter, ou en tout cas, ou à la gagner. Une question d'Alexandre Devecchio. Non, moi, je suis assez séduit par l'idée. Ça me paraît cohérent et assez, mieux prévoir. Mais là où ça me surprend de votre part, c'est que, alors pour les armes, c'est un cas particulier, mais vous prenez une économie de guerre, c'est une économie qui est relocalisée aussi. On l'a vu au moment vous avez donner l'exemple des masques sur la pandémie. Or, vous avez été quand même de ceux qui ont défendu une économie mondialisée, fondée notamment sur les délocalisations, sur le quoi qu'il en coûte. Vous étiez plutôt un orthodoxe sur le plan budgétaire. C'est un changement à 180 degrés. Vous êtes très paresseux, si je peux me permettre, dans votre lecture de mes textes. Je n'ai jamais dit un seul mot de ce que vous venez de dire. Jamais, nulle part. Je vous mets au défi de trouver un seul texte de moi qui dit ça. Alors, qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai toujours dit qu'il fallait que la France se donne, avec l'Europe et la France elle-même, les moyens de la souveraineté.
dans les secteurs clés, que j'appelle maintenant les secteurs de l'économie de la vie. J'ai toujours dit qu'il faut... L'économie de la vie, c'est large. C'est large, oui, c'est 35 à 40% du PIB seulement. Donc ça veut dire qu'il faut réorienter le reste. J'ai jamais parlé d'une mondialisation débridée, ça n'a jamais été mon état. Au contraire, j'ai toujours dit qu'une mondialisation débridée, c'était la Somalie, et que nous allions vers une somalisation de la planète. J'ai écrit ça il y a 25 ans et j'ai jamais cessé de l'écrire. Sur l'indépendance énergétique, qu'est-ce qu'il y a à faire, justement? Vous, faites vous mettez des gens dans des cases. Dans des cases, voilà. Allez, sortons les gens des cases. Voilà. Jacques Attali, comment sortir de la dépendance énergétique dans laquelle nous sommes? Le patron de Total nous disait, le gaz russe, je ne sais pas comment faire pour en trouver ailleurs. Que pouvons-nous faire? Par définition, et l'histoire humaine nous l'apprend, on ne réussit à faire quelque chose d'important que quand on a conscience du manque et quand on réagit au manque. Le drame de la France, c'est que nous n'avons jamais manqué. Naturellement, il y a beaucoup de pauvres et beaucoup de gens manquent en France. Mais collectivement, nous sommes riches et nous ne manquons pas. Donc nous ne faisons pas les efforts. Quand les Hollandais, au XVIIe siècle, ont compris qu'ils allaient manquer terriblement de terre au regard de leur population, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont débarrassés de la production de blé, ils ont produit des colorants, ils sont devenus leader mondial de la production des textiles, à la première puissance mondiale, au moment où nous étions nous-mêmes, soi-disant, les premières puissances mondiales, alors qu'on ne l'était pas du tout. Je pourrais vous raconter plein d'histoires du même genre. C'est quand on est conscient du manque. C'est dans la conscience du manque qu'on y arrivera. Ce que les Polonais viennent de dire, de faire, il y a encore un an, ils étaient loin de penser que c'était possible. Si les Espagnols ont couru au désastre quand ils ont eu l'or d'Amérique, c'est parce que justement, ils n'étaient plus en situation de manque et de défi. Il faut prendre de conscience aussi. On peut le faire, on peut beaucoup plus rapidement faire les centrales nucléaires qui nous manquent, on peut beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement qu'on le dit, faire les économies en matière de gaz, de charbon. Charbon, on l'utilise heureusement très peu en France, mais en tout cas en Europe. Les Allemands aussi peuvent le faire beaucoup plus vite. Il suffit d'avoir une contrainte qui vous force à le faire. Est-ce que le fait que l'Allemagne se réveille, justement, à propos de cette dépendance énergétique, c'est un bon signe? C'est un très bon signe, à condition, bien sûr, que ce réveil se passe dans un contexte européen et que ça ne soit pas une autre façon de se remettre dans l'orbite américaine seulement. Ce qui est déjà le cas, puisqu'ils commandent des avions aux États-Unis. Il faut aussi balayer devant notre porte ou nettoyer notre propre jardin. Si on n'arrive pas à une doctrine militaire commune, on peut comprendre qu'ils aillent chercher ailleurs. Et c'est une vieille question que j'ai eu à aborder il y a très longtemps avec des chanceliers allemands précédents. Tant que nous avons notre doctrine nucléaire à nous, qui n'est pas une doctrine partagée, et ce qui est très très difficile avec nos voisins, c'est très difficile d'avoir une armée commune qui ne soit pas fondée sur une doctrine commune. On revient sur ce point très précis d'une armée européenne et d'une doctrine commune dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.